Une feuille de parchemin endommagée par l'eau reste conservée dans une boîte en cèdre, à l'intérieur de l'église Notre-Dame Marie de Sion, à Aksum, en Éthiopie. Elle fait partie d'une collection de manuscrits qui n'a pas quitté ce bâtiment depuis plus de 400 ans. On y conserve des chapitres du livre d'Hénoch. Les dirigeants de l'Église ont exclu Hénoch des Écritures en l'an 364 après Jésus-Christ. Ils l'ont interdit, enterré et qualifié de dangereux. Pendant 17 siècles, il en fut ainsi. Mais en 1947, quelque chose d'inattendu se produisit. 11 copies du livre d'Hénoch apparurent parmi les manuscrits de la Mer Morte, à Qumran. Plus de copies que celles retrouvées du Deutéronome, plus que de l'Exode, plus que de bien des livres restés, eux, à l'intérieur de la Bible. Lorsque les chercheurs traduisirent les passéclas, les fragments les plus anciens, ils trouvèrent quelque chose que personne n'attendait. Hénoch décrit une prison sous le fond de l'océan. Pas comme une métaphore, pas comme une vision poétique, mais comme une chambre scellée, construite avant le déluge, contenant des êtres que Dieu décida non pas de détruire, mais d'enfermer. Hénoch dit ce qu'il y a à l'intérieur. Il décrit la porte, et il consigne pourquoi elle ne peut s'ouvrir avant le jugement dernier. Dans les prochaines minutes, tu vas voir ce que dit le texte, ce que la recherche moderne des fonds marins a découvert dans des lieux étonnamment semblables, et pourquoi l'accès à certains manuscrits liés à cette histoire est restreint depuis 1974. Allons-y. 2 passages, un même lieu. La première chose qui rend cette histoire si étrange, c'est que le passage apparaît à 2 endroits distincts. Le premier se trouve dans les chapitres 17 à 19 d'Hénoch, à l'intérieur de ce qu'on appelle le livre des veilleurs. Le second apparaît au chapitre 69, dans la section des paraboles. Le fragment 4Q 206, conservé au sanctuaire du livre du Musée d'Israël à Jérusalem, contient un texte araméen du chapitre 17 et a été daté aux environs de l'an 100 avant Jésus-Christ. Mais le manuscrit éthiopien en Gèze, conservé à Aksum, contient la version complète des 2 sections. Le docteur Michael Knibb, dont la traduction d'Oxford de 1978 demeure l'une des éditions académiques les plus importantes en anglais, a souligné que le chapitre 17 contient un langage géographique très inhabituel pour de la littérature symbolique. Autrement dit, Hénoch ne parle pas simplement de vagues lieux spirituels. Il emploie des directions, des descriptions de profondeur, des traits concrets du terrain et des détails qui ressemblent davantage à un rapport d'exploration qu'à une vision apocalyptique. Et c'est là que l'histoire commence à devenir troublante. Un sol sombre, lisse et froid. Au chapitre 17, verset 5, Hénoch dit qu'il fut emmené en un lieu au-delà de la Grande Mer, là où les eaux d'en haut et d'en bas convergent. Le texte en Gèze emploie l'expression « Grande Mer », pas un fleuve, pas un lac, un océan. Ensuite, le verset 7 décrit le sol de ce lieu comme une pierre sombre, lisse et froide, différente de toute pierre trouvée sur la terre ferme. Sombre, lisse, froide. Hénoch semble décrire le basalte, la roche volcanique qui forme une grande partie du fond océanique. Mais voici le problème. Hénoch n'avait aucun moyen de le savoir. Aucun être humain de l'Antiquité n'avait vu le fond de l'océan. La plus grande profondeur qu'un plongeur pouvait atteindre dans l'Antiquité était d'à peine quelques dizaines de mètres. Le fond océanique, en moyenne, se situe à plus de 3 km de profondeur. Et pourtant, le texte décrit un sol sombre, lisse et froid, exactement comme le basalte qui, nous le savons aujourd'hui, recouvre de vastes zones du plancher marin. 3 descriptions de ce qui se trouve dessous. Vient ensuite une description en 3 parties de ce que l'on trouve en dessous. D'abord apparaît la structure du lieu. Hénoch 18:9 dit qu'on lui montra un endroit profond dans la terre, où des colonnes de feu descendaient sans fin. Et je vis des piliers de feu tombant vers le bas, sans s'achever. Aujourd'hui, nous appellerions cela une activité hydrothermale. Au fond de l'océan, il existe des évents volcaniques qui rejettent de l'eau surchauffée. Certains atteignent des températures proches de 400 degrés Celsius.
Les anciens les auraient point vus comme des colonnes ou des piliers de feu. Nous les appelons des fumeurs noirs. Même phénomène, un autre siècle. Mais le texte ne s'arrête pas là. Dans Hénoch 18:11 apparaît la prison elle-même. Hénoch écrit qu'au-delà des piliers de feu, il vit une grande maison construite avec des pierres de grêle et de glace, et qu'elle était entourée de murs de feu, et dotée d'une porte qu'il ne pouvait ouvrir. Une maison de glace, cernée de feu, impénétrable. Ensuite, au chapitre 19, verset 1, est identifié ce qui se trouve à l'intérieur. L'ange Uriel dit à Hénoch que là seront retenus les anges qui s'unirent à des femmes. Leurs esprits, dit le texte, prennent de multiples formes, corrompent les hommes et les égarent pour qu'ils offrent des sacrifices à des démons comme s'ils étaient des dieux. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Veilleurs emprisonnés sous le désert. Le texte semble parler d'une autre catégorie d'êtres. Leurs corps sont scellés en bas, mais leur influence peut encore atteindre la surface. La prison contient leur forme physique. Leur influence, elle, s'en échappe. Le sceau prononcé avant la création. Et ce qui apparaît ensuite au chapitre 69 est plus étrange encore. Hénoch donne le nom de l'être qui administre le sceau. Le verset 14 l'appelle Casbel, décrit comme celui qui révéla le serment secret au Saint Michel. Ce serment est ce qui maintient la porte close. Hénoch 69:15 consigne ce serment, appelé Béka, prononcé avant la création. Cela signifie que, selon le texte, avant que l'océan existe, avant que son sol soit formé, le sceau de cette prison avait déjà été décidé. La prison ne fut pas improvisée, elle fut planifiée. La mise sous scellé de ce qui vit sous l'océan ne fut pas une réponse désespérée à une urgence. Ce fut une décision de conception, et cette distinction compte. Deux types de prisonniers. Hénoch décrit deux sortes d'êtres emprisonnés. Les veilleurs sous le désert de Judée semblent attendre le jugement. Ils sont retenus comme dans une prison temporaire avant de recevoir leur sentence. Mais les êtres sous l'océan sont décrits autrement. Hénoch 19:3, dans la tradition gaise, emploie une expression qui signifie « pour des âges et des âges ». Cette formule apparaît dans d'autres passages d'Hénoch pour évoquer des conditions permanentes. Il ne s'agirait pas d'une cellule temporaire. Ce serait une installation permanente. Ce qui se trouve sous le fond de l'océan ne fut pas simplement retenu pour attendre le jugement. Cela fut retiré du monde et scellé indéfiniment. Et le plus troublant, c'en est la raison. Selon le texte, Dieu ne détruisit pas ces êtres. Il aurait pu le faire. Le déluge détruisit tout ce qui se trouvait à la surface. Mais ces êtres ne furent pas éliminés. Ils furent confinés. Hénoch 19 parle de détruire les fils des veilleurs et les âmes de la luxure. Les êtres de la surface sont détruits. Mais le chapitre 19 décrit une autre catégorie d'entités qui reçoit une sentence différente, le confinement au lieu de l'anéantissement. Le texte semble suggérer qu'ils ne pouvaient pas simplement être défaits, ils devaient être enfermés. L'architecture de la chambre. Arrêtons-nous maintenant sur l'architecture que décrit Hénoch. Il ne dit pas simplement qu'il a vu un lieu sombre. Il donne des matériaux. Il parle de murs faits de pierres de grêle ou de glace compressée, blanc, bleu, translucide. Il parle d'un sol sombre, froid et lisse. Il parle d'un feu brûlant autour de la structure sans faire fondre la glace. Hénoch n'essaie pas d'expliquer comment c'est possible. Il se contente de le consigner, comme quelqu'un qui écrit ce qu'il a vu sans trop l'interpréter. À l'extérieur de la structure, dit-il, des piliers de feu s'élevaient depuis le fond. Lu avec un regard moderne, cela rappelle des évents hydrothermaux rejetant de l'eau surchauffée dans l'obscurité de l'océan. Il décrit aussi un son constant, un grondement bas et soutenu, comme quelque chose de sous pression, contenu. Puis apparaît la porte. La porte est placée dans le mur de glace, du côté opposé aux évents. Hénoch dit qu'il tendit la main vers elle, mais qu'Uriel l'arrêta. Pas de grande explication, juste un ordre. Ne la touche pas. Et il y a un détail de plus, conservé dans la tradition gaise, que beaucoup d'éditions occidentales n'incluent pas clairement. La porte n'a pas de poignée à l'extérieur.
elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Enoch le mentionne sans rien commenter de plus. Uriel ne l'explique pas non plus, mais l'implication reste là. Ce qui est à l'intérieur ne cherche pas à sortir, ou ne le peut pas. Dans tous les cas, cette porte ne semble pas conçue pour un visiteur, elle semble conçue pour un gardien. Le dépôt du souffle. Vient ensuite une partie que beaucoup de traductions ont adoucie. L'édition anglaise classique de R. H. Charles de 1906 traduit Enoch 17.8 par « les dépôts des vents ». Cela paraît abstrait, poétique, presque inoffensif, mais le manuscrit Goez d'Aksum emploie une expression plus précise. Selon des notes attribuées à des spécialistes de la tradition éthiopienne, la formule peut aussi se comprendre comme « le dépôt du souffle » et non simplement « les vents » au sens météorologique. Le souffle d'être vivant, quelque chose de stocké, quelque chose de retenu. Le passage entier, lu ainsi, implique que le lieu sous l'océan contient quelque chose de vivant qui respire encore. Et il y a un autre détail important. Cette même construction apparaît aussi dans Enoch 61.5, où l'on parle du souffle des justes morts, préservé jusqu'à la résurrection. Le même mot, la même structure, mais dans deux contextes distincts. Au chapitre 61, il s'agit du souffle d'âme qui attendent la résurrection. Au chapitre 17, du souffle de ce qui est scellé sous l'océan. Le texte emploie un langage de préservation et de résurrection pour décrire le contenu d'une prison sous-marine. Là où le texte rejoint la science, et c'est ici que l'histoire rejoint la science moderne. En 2020, une équipe de l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres préleva des carottes de sédiments au fond du Gyre du Pacifique Sud, l'une des régions les plus pauvres en vie de tout l'océan profond. Ce qu'elle trouva fut inattendu. Des cellules microbiennes endormies, enfouies sous plus de 60 mètres de sédiments dans des couches de roches vieilles de plus de 100 millions d'années. Les cellules étaient toujours métaboliquement actives. Elles respiraient encore. Elles consommaient de l'oxygène à une vitesse si lente qu'une seule respiration, selon leurs mesures, pouvait prendre des milliers d'années. Le chercheur principal, le Dr Yuki Morono, décrivit ces organismes comme existant dans un état difficile à classer, non pas vivants au sens normal, ni morts, mais en attente. Enoch a rédigé son texte vers l'an 200 avant Jésus-Christ. En 2020, des scientifiques ont trouvé de la vie sous le fond de l'océan, respirant à des vitesses si lentes qu'une vie humaine semble un clignement d'œil. Le texte parle de choses vivantes, scellées sous l'océan qui respirent encore. La science moderne a trouvé des organismes vivants scellés sous l'océan qui respirent encore. La comparaison n'est pas parfaite, mais le parallèle est difficile à ignorer. En 2022, une seconde équipe, cette fois de l'Institut océanographique de Woods Hole, mena une recherche semblable dans le Pacifique Nord. Elle trouva, elle aussi, des cellules anciennes, endormies, métabolisant toujours. L'équipe publia ses résultats dans Nature Microbiology et signala que certains organismes présentaient des marqueurs génétiques distincts de ceux de la biosphère de surface. Ils ne semblaient pas être de simples formes de vie de surface tombées au fond et adaptées. Ils semblaient représenter une branche du vivant isolée de la surface pendant des échelles de temps géologiques. Isolée, scellée, vivante, une branche inconnue. Enoch, dans un autre langage, a dit quelque chose de semblable il y a plus de 2000 ans. Ce qui est en bas n'est pas comme ce qui est en haut. La suppression. La suppression de cette tradition commence au concile de Laodicée, en l'an 364 après Jésus-Christ, lorsque les dirigeants de l'Église retirèrent Enoch du canon biblique et le qualifièrent de dangereux. Le problème spécifique des chapitres 17 à 19 était géographique. La cosmologie chrétienne traditionnelle plaçait l'abîme sous la terre, sous le sol ferme. Mais Enoch plaçait une prison sous l'océan. C'était une affirmation différente et, en théorie, vérifiable. Si la prison se trouvait sous l'océan, un jour, quelqu'un pourrait la chercher. Cela rendait le texte plus menaçant qu'une simple vision symbolique.
Jérôme, en compilant la Vulgate latine vers l'an 400, écarta les chapitres océaniques d'Enoch comme des récits confus de la création. Augustin, dans la Cité de Dieu, soutint que les passages sur l'abîme océanique provenaient de mythologies païennes de la mer. Mais aucun des deux ne répondit aux détails géologiques. Aucun n'expliqua pourquoi Enoch décrivait un sol océanique sombre et lisse. L'Église éthiopienne, indépendante de Rome, conserva Enoch dans son canon. Lorsque l'explorateur écossais James Bruce rapporta 3 manuscrits Gèze en Europe en 1773, les chapitres océaniques provoquèrent presque aussitôt la controverse théologique. En 1821, des universitaires d'Oxford décrivirent les passages de la prison sous-marine comme inconciliables avec la cosmologie mosaïque. Plus tard, R.H. Charles suggéra que la maison de glace dans l'océan était peut-être un souvenir déformé d'explorations arctiques. Mais aucun ancien auteur juif n'était allé en Arctique. C'était une explication faible, mais on l'offrit tout de même. Les fragments mis de côté. Il y a une autre strate dans cette histoire. Lorsque les manuscrits de la mer Morte furent catalogués dans les années 50, les fragments d'Enoch liés au chapitre de l'océan reçurent une faible priorité de publication. Les textes sur les lois, les calendriers et les règles communautaires furent publiés en premier. Les fragments sur la cosmologie, l'angélologie et la géographie furent relégués à la fin. Les fragments d'Enoch décrivant la prison océanique restèrent inédits pendant plus de 30 ans après leur découverte. Ils ne parurent finalement qu'en 1976, quand Joseph Milik publia son édition. Mais même alors, son commentaire décrivit les passages du fond océanique comme des élaborations mythologiques sans contenu géographique. L'homme qui passa des décennies à étudier ces textes écarta comme mythologie l'un des passages géographiques les plus précis de tout le corpus énochien. Le manuscrit d'Aksum. Et puis il y a le manuscrit d'Aksum. Selon plusieurs références académiques, le manuscrit contient des passages de la tradition Gèze qui n'apparaissent pas dans beaucoup d'éditions occidentales. L'accès au manuscrit d'Aksum fut restreint après 1974, à la suite de la révolution éthiopienne, lorsque le nouveau gouvernement classa les archives ecclésiastiques comme patrimoine culturel national. Le docteur James Van Der Kam, l'une des plus grandes autorités vivantes sur Enoch, demanda l'accès en 1988. On le lui refusa. Il en fit de nouveau la demande en 1997. On le lui refusa encore. Dans une interview de 2001, Van Der Kam affirma qu'au moins 3 passages de la tradition Gèze étaient connus des spécialistes par des références d'îles secondaires, mais qu'ils n'avaient pas été disponibles pour un examen direct depuis plus de 50 ans. Et l'histoire devient plus étrange encore. En 2019, un navire océanographique norvégien nommé Kronprins Haakon, exploité par l'Institut de recherche marine, mena une étude en eau profonde dans une région géologiquement anormale de l'Atlantique Sud, à environ 1300 km à l'ouest de la Namibie. L'étude détecta des signaux acoustiques à une profondeur d'environ 6 km que les instruments du navire ne purent d'abord classer. Le chercheur principal présenta un rapport préliminaire au Conseil norvégien de la recherche, décrivant les signaux comme incompatibles avec des sources géologiques ou biologiques connues à cette profondeur. Une version résumée fut publiée en 2021, mais la section des données acoustiques y apparut censurée. 2 demandes déposées au titre de la loi norvégienne sur l'accès à l'information pour obtenir le rapport complet furent rejetées. Soyons clairs. Maintenant, soyons clairs. Je ne dis pas qu'il y a des êtres surnaturels antiques assis dans un palais de glace au fond du Pacifique, respirant en attendant la fin du monde. Le livre d'Enoch n'est pas un rapport de mission sous-marine, mais ce qu'il décrit, lu attentivement, ressemble de façon saisissante à ce que la science moderne continue de trouver dans l'océan profond. Des êtres vivants dans les zones les plus sombres, les plus froides et les plus anciennes de la planète. Des organismes métabolisant au ralenti, de la vie scellée sous des couches de roches et de sédiments, pas morte, pas vivante au sens normal,
seulement persistante. Enoch n'avait pas de sous-marin, pas de carottiers à sédiments, pas de sonar, aucun moyen connu de savoir ce qui se trouvait sous quelques centaines de mètres d'eau. Il n'aurait pas dû pouvoir décrire un sol de pierre sombre, des colonnes de feu, une structure scellée et quelque chose qui respire encore. Et pourtant, le texte est là. En gaze, en araméen, dans des fragments retrouvés à Qumran, dans des manuscrits gardés dans une église d'Aksum, disant la même chose depuis plus de 2000 ans. Ce qu'il faut affronter, ce que nous devons affronter, c'est l'explication la plus simple qui cadre avec tous les éléments. Si le fond océanique est fait de basalte sombre et lisse, si les évents hydrothermaux rejettent des colonnes brûlantes depuis ce fond, s'il existe des organismes endormis, scellés sous les sédiments de l'océan profond, respirant toujours, et si un texte écrit avant l'Empire romain décrit tout cela en langage direct, aux côtés d'une prison scellée contenant des êtres qui ne sont pas morts, alors peut-être le texte n'est-il pas qu'une mythologie. Peut-être est-il la documentation de quelque chose qui fut vu, révélé ou préservé dans une tradition bien plus ancienne que nous ne l'imaginons. Enoch est allé quelque part où on lui a montré quelque chose, qui lui a donné un savoir que personne de son époque n'aurait dû posséder. Et il l'a consigné sur un ton étonnamment simple, comme s'il rédigeait une description de propriété. La chambre qu'il décrit, sol de pierre sombre, mur de feu, maison de glace, porte qui ne peut s'ouvrir, est l'une de deux choses, soit un symbole que nous avons mal compris pendant 22 siècles, soit exactement ce qu'Enoch dit qu'elle est, Gélet, une structure réelle, en un lieu réel, sous un océan réel, contenant quelque chose de toujours scellé, qui respire toujours et attend toujours. Les manuscrits demeurent à Aksum, inaccessibles derrière les murs de l'Église et les restrictions gouvernementales. Le fragment 4Q206 repose à Jérusalem, sous verre.